Alors, le travail thérapeutique, donc, il va vraiment se faire dans deux axes majeurs. Donc, bien sûr, il y a déjà la question de la dépression, hein. Comme on l'a vu, l'addiction est souvent un moyen de masquer une souffrance profonde. Donc, bien sûr, travailler sur la dépression, ben, ça va permettre de travailler sur la cause plutôt que sur le symptôme, hein. L'addiction est un symptôme de la dépression, de la détresse de la personne. Donc ça, c'est le premier axe de travail. Le deuxième axe de travail, c'est la question du tiers, la question à l'autre, c'est-à-dire hein, que, on le sait, l'addiction isole, elle crée l'illusion d'une compagnie à travers un produit, à travers une situation répétée. Et donc, ça va être important de pouvoir restaurer des liens sociaux réels, de qualité, pour essayer vraiment de remettre la personne dans une meilleure présence de sa propre vie. Donc, vous l'avez compris, hein, l'accompagnement s'inscrit donc dans une démarche globale. On va prendre la personne dans toutes ses dimensions psychologiques, corporelles, émotionnelles et sociales. Alors, la boucle thérapeutique, c'est celle-ci qui nous intéresse au premier plan par rapport à l'accompagnement. Il y a des choses, bien sûr, qui vous semblent tout à fait naturelles. On va bien entendu, un des axes que l'on connaît bien en Gestalt, c'est de travailler sur l'affirmation de soi, travailler sur l'estime de soi, parce que en plus, ces éléments-là sont souvent altérés par l'addiction. Donc, on va vraiment essayer de redonner à la personne une image positive d'elle-même. Et ça, c'est vraiment le travail du thérapeute, le travail thérapeutique. On sait le faire en Gestalt qui va permettre ça. On va essayer de remettre du sens, de la conscience sur ses capacités, sur sa valeur propre. On va donc réaffirmer le narcissisme. Et puis, on va aussi replacer le sujet dans le temps de sa vie. Ça veut dire quoi? Dans le cas des addictions, la personne perd souvent la temporalité, c'est-à-dire que elle est prise par son addiction et quelque part, toute sa vie est rythmée par les compulsions. Donc c'est important de pouvoir replacer le sujet dans le temps de sa vie, c'est-à-dire le lien avec lui-même, bien sûr, mais le lien avec ses proches, le lien avec son histoire, le lien avec son environnement. Pratiquement, qu'est-ce qu'on va faire en matière d'accompagnement? On va beaucoup questionner le champ 3. On va essayer, à travers ce questionnement-là, de remettre de la présence dans son univers de vie. De plus, comme le corps est souvent oublié dans ce type de pathologie, on va aussi progressivement aider la personne à faire un retour vers la corporalité, c'est-à-dire que on va essayer d'utiliser le corps comme un vecteur de guérison à travers des pratiques qui peuvent être le yoga, la méditation, le sport. Donc, vous voyez, on va essayer vraiment d'accompagner la personne à renouer avec son corps, de la remettre en relation avec son corps. Il y a aussi chez nous, je l'ai pas dit, j'aurais dû le dire juste avant, comment dire, une position qu'on doit prendre, c'est aussi une posture confrontante. Ça va être important que nous, thérapeutes, on rappelle, notamment en début d'accompagnement, ben, les conséquences médicales et sanitaires de l'addiction pour contrer l'illusion justement de la toute-puissance. Hein. On va rappeler que le produit ne libère pas, qu'il enchaîne, qu'il prive la personne de sa capacité à prendre sa vie en main, et ça va être important de le réaffirmer. Et puis, il y a aussi un frein majeur à l'accompagnement, ben, c'est la honte. Quand la personne a honte d'elle-même, l'addiction amène à vivre ça, ben c'est aussi de pouvoir accueillir ça et d'aider la personne à comprendre que la honte est transitoire, vous voyez, et qu'elle peut être traversée. Donc, ça va être aussi là notre posture de thérapeute qui doit pouvoir amener ça. Et puis tout à l'heure, je vous ai parlé des objets transitionnels. Donc, vous l'avez compris, l'espace thérapeutique est un objet transitionnel en tant que tel. Mais il n'y a pas que celui-ci. Il y a aussi le fait de pouvoir trouver des relais, des liens sociaux, essayer de demander de l'aide aux associations d'entraide, par exemple. Il y a les groupes de parole et d'entraide, on trouve ça souvent pour les alcooliques anonymes. On a les centres spécialisés, comme le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. On a des hôpitaux et les structures médicales. On a les associations d'aide et de prévention. Tous ces réseaux qui ont été créés
ben, sont autant d'objets transitionnels sur lesquels la personne peut s'appuyer justement pour sortir peu à peu de son addiction. Et bien sûr, l'objectif final de tout ça, c'est que la personne devient de plus en plus indépendante et autonome. Je continue. Excuse-moi, Il y a des Laurent, ouais, le fait de réaffirmer que tous les risques de la dépendance, de l'alcoolisme, par exemple, est-ce que ça ne va pas rajouter de la honte à la personne, justement? la question est tout à fait pertinente. Et c'est là où ça va être important d'avoir une forme de juste milieu, c'est-à-dire la position, vraiment la position du père juste pour autant. C'est-à-dire, c'est important de ne pas lâcher ça. Et en même temps, c'est important de faire en sorte que ça n'enferme pas la personne dans un aveu d'échec. D'une certaine manière, si on ne le fait pas, et je vous dirai juste après d'ailleurs, parce que j'en parle, je crois, ben, ça risque de nous mettre dans une posture trop laxiste qui fait que la personne va continuer son truc, quoi. Donc, tu as Mm. raison, et la réponse, elle n'est pas unique. Ça dépend de la personne, ça dépend où elle en est par rapport à son addiction. Mais il est clair que on doit être à la fois un peu dans l'accueil de ce qui est pour elle, tout en essayant quand même de la recadrer par rapport à ça. Ok, merci, Laurent. Alors, on va parler maintenant des spécificités liées à cet accompagnement, qui est assez spécifique. Il faut vraiment le prendre en considération dès le départ, c'est que ce parcours n'est pas linéaire. Il est indispensable d'anticiper et d'intégrer la possibilité de rechute, pardon, dans le processus d'accompagnement. Et c'est pas neutre, vous voyez, émotionnellement pour le thérapeute. Et on le verra juste après. Donc, la possibilité de rechute doit être intégrée dès le départ de l'accompagnement. Et puis, le client ne va pas progresser de manière continue. Donc, il y aura des retours arrière. C'est pas une progression linéaire, mais c'est vraiment une progression par palier. Et puis, comme je vous le disais, donc les rechutes, bien sûr, puisqu'elles sont là, puisqu'elles sont intégrées au parcours, eh ben, elles doivent être pas perçues par le client comme des échecs, mais comme faisant partie intégrante du chemin vers la guérison. Et puis enfin, bien sûr, il va y avoir beaucoup de transferts, d'attentes que la personne addicte va avoir vis-à-vis du thérapeute, qui vont placer le thérapeute comme le sauveur. Et ça va être important aussi de pouvoir se réajuster par rapport à ça, l'accueillir et se réajuster par rapport à ça. On est des gestalt thérapeutes, donc c'est important aussi de rester dans cette posture-là pour ce type d'accompagnement. En matière de limites, tout à l'heure, je vous ai nommé les limites de l'accompagnement. Donc, il y a des vrais obstacles par rapport à ce type d'accompagnement. Déjà, le thérapeute peut vivre du dégoût. Vous voyez, à un certain moment, on peut ressentir de dégoût face aux échecs répétés du client. Et donc, c'est important de pouvoir le conscientiser dès le départ parce que, bien entendu, il faudra mettre du sens. Il y aura besoin de supervision, mais il peut aussi y avoir une forme de lassitude et d'ennui. Donc, ça, c'est vraiment dans ce sentiment où on a l'impression que le client n'avance pas, que ça stagne, parce que le parcours, justement, n'est pas linéaire, que ce type d'émotion, de sentiment peut être présent. Et d'ailleurs, c'est certainement, je pense, celui qui est le plus présent en matière d'accompagnement. Il peut aussi y avoir une forme d'injustice, hein. C'est quand le client parvient à lâcher son addiction, et nous, on peut être là en disant, waouh, ça y est, mon accompagnement a réussi à pouvoir créer ça. Et puis d'un seul coup, voilà, il revient, il est retombé là-dedans, et là, le sentiment d'injustice peut se manifester, il peut y avoir même un sentiment de colère. Ensuite, il peut bien sûr il y avoir un phénomène de colère, donc face aux annulations répétées des séances, face parfois à des comportements d'évitement du patient ou un manque d'engagement perçu. Donc là aussi, c'est bien d'identifier ça et de travailler sur ça. Il peut aussi y avoir de la peur. Un thérapeute peut également ressentir de la peur pour son patient, notamment face à des comportements autodestructeurs ou à des risques vitaux liés à l'addiction. Et puis, je vous l'ai dit, comme on est tous concernés par l'addiction, il peut vraiment y avoir un effet de contre-transfert important. Il n'est pas rare que dans nos familles respectives, dans
dans nos entourages, on ait vécu dans notre histoire des personnes qui étaient addictes. Et donc, bien entendu, ces contrôles transferts peuvent être présents dans le cadre de nos accompagnements. Ces émotions comme le dégoût, comme la lassitude, comme l'ennui, comme la colère, comme la peur, sont aussi celles que le sujet ressent vis-à-vis de lui-même. Hein, j'en ai marre de moi, je ne supporte plus, c'est pas possible, je vais pas m'en sortir, etc. Donc, vous voyez, on est vraiment là au cœur des identités projectives. Donc, c'est important aussi de pouvoir, et c'est pour ça que je le mets en gros en bas, hein, de dire, bah ouais, dans ce type d'accompagnement, je vais quand même avoir besoin de supervision. Bien sûr, il y a, c'est ce qu'on disait juste avant, mais il y a à éviter les extrêmes, donc soit une posture trop inquisitrice, donc des règles trop strictes qui vont amener des sentiments d'échec, donc, et puis, ou être simplement trop laxiste, hein, c'est-à-dire banaliser l'addiction en disant, bon, allez, vous allez vous en sortir, c'est pas bien grave, etc. Et donc, il faut vraiment être dans le juste milieu pour pouvoir faire en sorte de pouvoir cadrer la personne tout en faisant en sorte que ce cadre ne soit pas pour elle vécu comme des échecs successifs. Et puis, bien sûr, la stratégie d'accompagnement doit être adaptée. Ce travail, il est pluridisciplinaire, donc on a besoin, bien sûr, d'une collaboration avec des addictologues, avec des psychiatres, et puis, bien sûr, intégrer l'échec comme un processus d'apprentissage, comme un chemin vers la guérison. Moi, j'ai deux personnes, un homme et une femme. Oui, Ils sont pas arrivés dans le cabinet pour ça. Mais au bout d'un moment, ça s'est dit en fait. Et l'homme, euh, il me dit, moi, je voudrais arrêter l'alcool, pas la cigarette pour l'instant, je voudrais arrêter l'alcool. Et il a mis beaucoup de temps à dire que parce que sa femme fait des fives et que du coup, il a peur que ça ait des conséquences. Et en même temps, il veut vraiment arrêter même en dehors de ça. Mais il dit qu'il n'est pas alcoolique. Il boit tous les jours. tous les jours. Ouais, Et il tient. c'est quoi sa consommation? Bah, en fait, s'il peut pas sortir du bureau le midi, il va boire au moins deux bières. Oui, Et le soir, tout autant. d'accord, Le week-end, tous les jours. d'accord. Et il arrive quand même que bah, certains soirs de la semaine où sa femme n'est pas là, où il va se mettre un peu minable. Oui, Mais il contrôle, c'est ce qu'il dit en fait. tu Et vois, alors, moi, ma question, c'est est-ce que j'ai entendu tout à l'heure que l'alcoolisme, c'était quand on en avait vraiment ouais, besoin. ouais. Et moi, enfin, j'ai été dans d'autres services avant. J'ai vu des gens profondément malheureux et alcooliques. Mhm. Et je ne retrouve pas ça chez lui pour l'instant. Et je vois pas de dépression non plus, en fait. Alors, Voilà. il y a, je l'entends, Carole. Déjà, c'est Ouais, super de l'amener ce cas. Euh, tu vois bien qu'on est dans la phase de pré-contact. ouais, d'accord. C'est-à-dire que la personne, elle pense maîtriser ce qui se Ouais. passe pour elle d'un point de vue de l'addiction. Mm. Donc, elle est là, c'est OK, mais nous, on peut ne pas la croire. Euh, quelque part, quand elle dit, il y a pas quand tu dis qu'il n'y a pas de fond dépressif, il y en a un. Il y a quelque chose qu'elle évite avec cette consommation. Est-ce que c'est une solitude existentielle? Est-ce que c'est un mal-être existentiel? En tous les cas, ça a du sens. Ça a notamment du sens Oui. parce que finalement, c'est la relation avec sa femme qui arrive à le canaliser un peu, mais dès Oui. que sa femme n'est plus là, il plonge là-dedans. Hein, parce que tu le Mais, disais tout à l'heure, oui. dans les soirées où il est tout seul, il se met Mm. minable. Ouais. Donc, on est bien sûr là dans le registre de l'addiction. Et Oui. c'est important que, tu vois, tout à l'heure, je le disais, dans notre rôle de notre posture confrontante, Mm. d'essayer justement d'amener ça, Ouais. ben oui, c'est important de lui rappeler, parce que bien sûr, aujourd'hui,
il est dans une phase où il arrive encore à contrôler, à exister au monde, à exister dans ses liens sociaux. Mais plus le temps va passer, plus il va consommer. Et plus ça va l'enfermer dans cette fameuse spirale d'avidité. Donc c'est peut-être pour lui, aujourd'hui, le bon instant, justement, pour essayer de voir ce qui se passe par rapport à ça. Mm. Et tu peux questionner, c'est quoi son image de lui-même Mais par rapport à son addiction? c'est ce qu'on travaillait avant qu'il amène ça, Hmm. vraiment. C'est là-dessus qu'on était, en fait. Il est Ouais, arrivé il est arrivé pour ça. Et bon, voilà, quand il a dit ça, bon, je me suis dit, bah oui, enfin, j'étais pas très étonnée, mais j'ai pas vu la dépression quand même. ouais. Mm. Il y a un fond Voilà. dépressif. Ouais, Nécessairement, il y a un d'accord. fond dépressif. Là, je vais te donner un retour, moi, qui vient de mes expériences. Donc, c'est de l'observation. Ça ne veut pas dire que d'une quelconque manière, c'est une vérité, mais la bière, les personnes qui sont dans cette phase un peu de transition, la bière est souvent présente. Ouais. Parce que c'est alors, c'est soit la bière, soit au contraire, c'est le whisky. Mais la bière est très présente, surtout entre les midi et deux, parce que c'est une grande quantité avec peu d'alcool dedans. Et j'ai souvent vu ça, constaté que ça pouvait être effectivement des alarmes par rapport à des personnes qui commencent à rentrer dans ce cycle infernal. Et tu vois, moi j'avais fait comme ça une thérapie de couple où l'homme se disait en pleine maîtrise de son addiction, et il buvait des bières, c'était OK, mais bon, c'était parce qu'il y avait les copains, c'est parce qu'il était en 3-8, donc c'était à la fin, il sortait du boulot à 15 heures, il était fatigué, donc ils allaient prendre un pack de bière et les boire ensemble. Je dis OK, donc il était vraiment là-dedans. Mais un jour, en thérapie de couple, il est arrivé, il était libre. Il n'était pas tout à fait libre, mais il était un peu déplacé. Et je le vois bien cognitivement, ses yeux n'étaient pas tout à fait là. À ce moment-là, moi, j'ai arrêté la séance en disant, je ne peux pas vous accompagner avec madame, que vous n'êtes pas tout à fait vous-même, là, monsieur. À ce moment-là, tu vois bien que l'addiction est là, parce qu'il n'a pas pu, il est venu me voir, mais avant de venir me voir, il a quand même fallu qu'il puisse Ouais. boire ces 2 canettes de bière. Ok. Donc, Moi, bon, voilà. Est-ce que j'ai répondu oui, oui, à ta oui. question? Ben, je vais faire attention de ne pas banaliser parce Oui, que ouais, j'ai vu tellement de profils beaucoup plus avancés que lui qu'en ouais. effet, j'ai eu tendance à banaliser en Oui, séance. oui, tout à fait. Ouais, Tout à fait. d'accord. Ouais, ouais. Ouais, ok. C'est bon. Merci beaucoup, T'en Laurent. prie. Mm. Une autre intervention? Oui, j'ai une question sur les objets transitionnels. Mhm. Est-ce que ça peut faire partie de l'accompagnement d'aller explorer ce qui pourrait suppléer, enfin, euh, comment dire, à la substance, enfin, Oui. d'une façon ou d'une autre, enfin, voilà, changer de béquille, enfin, je sais pas comment dire ça, mais Exactement, exactement. Mais c'est bien ça le sens des objets transitionnels, c'est de remplacer le produit de l'addiction par autre chose, mais quelque chose qui soit bénéfique pour la personne. Et vous verrez que, une fois de plus, dans le cadre notamment de l'alcoolisme, les gens hésitent à aller dans ces groupes de parole. ouais, Mais nous, on doit dans notre posture de thérapeute, on doit comprendre que c'est pour leur bénéfice. Et quelque part, on peut, sans les forcer, bien sûr, sans les amener à y aller de force, mais on doit avoir cette conviction, cette certitude à l'intérieur de nous que ça fait quand même partie des objets transitionnels sur lesquels elle peut s'appuyer justement dans les moments où elle vit de la souffrance, où elle peut partager cette souffrance. Parce qu'on le sait bien, quand on partage de la souffrance, quand on partage des problématiques, quand on se retrouve dans un univers où les gens vous comprennent parce qu'ils ont vécu les mêmes traumas ou les mêmes événements négatifs, eh ben ça peut être pour ça, ça peut créer du lien, ça peut vraiment quelque part ramener la personne dans, dans des appuis externes, grâce à des appuis externes qui peuvent lui être vraiment très bénéfiques. Donc c'est important de se dire, oui, ok, c'est peut-être pas simple pour vous d'y aller, mais
je vous le conseille quand même. Même, oui, on est un peu en dehors de la posture de Gestalt thérapeute, mais enfin, je vous invite vraiment à y réfléchir, quoi. C'est important que vous puissiez prendre en compte que si ces lieux-là ont été créés, c'est en toute connaissance de cause, c'est parce que ça fait extrêmement du bien aux personnes pour pouvoir justement trouver à un moment donné des voies d'apaisement. D'accord, ce sont des appuis, mais on a vu que c'était une recherche de plaisir. Est-ce qu'il n'y a pas la recherche d'un équivalent plaisir pour pouvoir suppléer, enfin passer, imaginons une table, changer le pied, en mettre un autre. Enfin, je veux dire, là, ce que tu trouves, par exemple, des cercles alcooliques, c'est un appui, mais c'est pas ça, Oui, ça c'est reste un pas du appui, plaisir. bien sûr. Mais tu as bien, tu vois, dans la spirale d'habilité, c'est ce que j'explique après, la notion de plaisir, elle finit par s'étioler, en fait. Ah oui. C'est la sensation de recherche qui est à ce moment-là qui prend le pas. Donc c'est vraiment la sensation du manque. Euh, En fait, les personnes, bien sûr, elles vont vivre à un instant donné du plaisir en consommant de l'alcool, par exemple. Ce sera jamais à l'image de ce qu'elles souhaitent vivre, en fait. Et c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait qu'il y a un fond dépressif. C'est que justement parce qu'il y a un fond dépressif, accepter qu'il y a ça à l'intérieur d'elle, il n'y a pas mieux justement que des échanges avec d'autres personnes qui vivent aussi la même chose d'un point de vue psychique et émotionnel. Donc, qui ont la même psychopathologie, tu vois. Donc, Ouais. c'est important je pense, de dire, OK, c'est peut-être pas du plaisir, mais en tous les cas, ça peut vous donner du sens à votre expérience, du sens à ce qui vous arrive, parce que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous comprendre, qui elles, n'en sont pas au même point que vous et qui ont réussi davantage à se réguler et qui ont réussi justement à trouver du plaisir ailleurs. Tout ça, c'est bénéfique. Tout ça, ça va pouvoir vous permettre d'avoir justement des clés pour pouvoir mieux guérir, pour pouvoir mieux aller dans votre vie. Alors, moi, j'ai une personne hein, que j'accompagne actuellement. Et alors, elle est très consciente. Elle est donc déjà, elle est volontaire. Elle vient seule. Elle est très consciente de sa situation. C'est autour de l'alcool, Ouais. le vin précisément. Euh, mais il y a quelque chose de très convivial en fait. Quand il le raconte, quand dans les séances, ce qui présente, en tout cas pour moi, il y a de la pulsion de vie. Parce que c'est l'alcool convivial, c'est le côté sympathique, en famille, entre amis. Alors, on a déjà une bonne dizaine de séances, hein, donc il y a, on va dire, un passé avec, voilà, dans une famille italienne. Enfin, c'est très convivial, très, très, très sympathique autour de l'alcool. Donc, il a été, on va dire, il a évolué dans cet environnement, et il a gardé ça. Sauf que là, il le dit, ben pour lui, ça dérape parce il se laisse glisser et il n'arrive pas à se mettre de limites. Et ça demande précisément et plus de ralentir, de garder le côté plaisir et convivial, mais pas forcément d'arrêter. Ouais, Quels sont ça se tes, défend. alors, c'est exactement dans ta présentation, hein, c'est un rituel. Ouais. Il exprime même avec ses mots en disant, ben oui, se situe autour de 19 heures, c'est comme un rendez-vous. Je Mhm. contrôle quand même mes verres un peu à table, 1, 2, 3, et puis après 4, ben, ça glisse, il se laisse glisser. C'est exactement ce que tu présentes, hein, mais et il aimerait garder le côté convivial mais donc se limiter, mais ne pas glisser après dans bah, ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, hein, la perte de Ouais. conscience, enfin ne plus être dans l'état. Et puis bien sûr après il y a le sentiment de honte. Ouais, je me suis laissé encore avoir, j'ai glissé j'en ai bu trop, etc. Voilà. Mais c'est un monsieur qui est alors il est très très épanoui dans sa vie. Il n'y a rien de dépressif, hein, il est très bien, il a des enfants, des petits-enfants. Ouais, il est donc dans un entre-deux. À la fois, il veut continuer et en même temps, il se voit entraîner là dans la consommation excessive. Euh, Ma première question, c'est pourquoi il n'y arrive pas tout seul? Qu'est-ce qui fait, tu vois, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il n'arrive pas à s'autoréguler par rapport à ça?
Encore une fois, il est très conscient de tout ce qu'il fait, il est conscient de comment ça se passe, à quel moment ça se passe, etc. Après, quand on a travaillé, voilà, on a été bien sûr visiter le passé développemental et sa mère était alcoolique. Et à un moment donné dans l'accompagnement, alors c'était très puissant et ça l'a surpris, hein, quand il m'a dit, ben oui, c'est comme un rendez-vous. Et je lui pose la question, je lui dis, mais et vous avez rendez-vous avec qui? Et sa mère est décédée, hein. Alors après, il y a aussi, quand on creuse un peu, de la culpabilité parce que, ben, bon, c'est le plus jeune d'une fratrie et les grands frères et sœurs, enfin, en tous les cas, ni le père d'ailleurs, ne se sont vraiment se sont pas préoccupés de l'alcoolisme de sa maman et lui, quelque part, il culpabilise un peu. Donc, il reproduit quelque chose, ça c'est très clair, Ouais. hein. Tu vois, Brigitte, là, je pense que enfin, pour moi, tu es au bon endroit. Le- Là où il doit peut-être mettre davantage de conscience, c'est que s'il veut garder justement ce côté festif, il a besoin de régulation. Hum, Sinon, il va finir par le perdre. Il va finir par tout perdre. oui. Il va finir par se perdre lui-même Hum. et il va finir par rentrer dans un mécanisme d'addiction où il n'aura plus le choix. Ce sera soit avec, soit sans. Comment ça se passerait une journée sans alcool pour lui? Est-ce que c'est une journée qui a du sens? Est-ce que c'est une journée qui serait moins importante, plus terne? Alors, on est arrivé à quelque chose et parce il est vraiment très participatif, hein. Je reconnais que le sujet n'est pas simple, mais il y a eu un déclencheur dans un des accompagnements où il m'a dit, ben, c'est comme un rendez-vous. Alors, ce rendez-vous, il se passe à quelle heure? Oui, autour de 19 heures. Et donc là, il a positionné dans sa semaine au moins 2 jours par semaine où à 19 heures, ben, il va faire du sport. Et il s'est Ouais, c'est inscrit. chouette. Voilà, donc là c'est déjà vraiment très intéressant. Et les séances suivantes, alors c'est comment dans votre corps quand vous allez faire du sport? Donc ouais, je me dépense, c'est génial, j'ai une bonne fatigue. Et puis bien sûr, du coup, quand je rentre, ben, j'ai loupé mon rendez-vous avec l'alcool. Donc il est vite 20 heures ou 21 heures. Et puis du coup, ben, je suis fatiguée, je mange un morceau, je me couche. Donc ça, c'était Ah, bien, hein. Oui, oui, il a. donc c'est chouette. Donc Ah il oui, évite à ce moment-là on, on est dans un bon chemin, oui. Ouais, 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 bah, c'est super. Bah, donc, il trouve ses stratégies, Oui, euh, il trouve ses objets transitionnels. Tu vois, le oui, sport est un objet exact, transitionnel à ce moment-là. tout à fait. Donc, c'est chouette qu'il continue, qu'il persévère. Est-ce qu'il a été consulté un addictologue? Non, j'ai pas à ma connaissance, j'ai pas posé cette Bon, question. c'est Oui, peut-être bien de prendre un avis par rapport à ça. Tu vois, comme tu dis, d'accord. on n'est pas addictologue. Où est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est vraiment une addiction profonde? Est-ce Oui, que c'est une addiction qui n'est pas tout à fait là pour l'instant? Ce que j'entends, c'est qu'il peut vivre une journée sans alcool. Donc, ça indique un certain nombre de choses. Mais là, tu vois, quand tu disais quand l'accompagnement peut être pluridisciplinaire, c'est aussi prendre un avis par rapport à ça. Quand même, je vais t'amener quelque chose, puis après, on va passer à quelqu'un d'autre. Mais euh, la relation à l'alcool, c'est le symptôme. mm, Hein. Et donc, c'est bien qu'il amène ça et c'est bien de l'accueillir là-dedans, mais il y a une cause à ça. ok. Et nous, en tant que praticien, en tant que gestalt thérapeute, on a aussi besoin de s'intéresser à la cause. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que tu fais indirectement, puisque tu vas aller voir le passé développemental, tu vas aller voir, tu mets de la conscience. C'était comment d'avoir une mère qui est alcoolique. Je suppose que Mm, tu as été là, dans cet endroit-là. Donc, mm, mais tu vois, nous, on a quand même besoin à un moment donné de comprendre le sens de ça. d'accord, ok. Parce que dans l'absolu, on peut être festif, mais pas être alcoolique. Ouais. Hein. Faut pas basculer là-dedans, tout au moins. Donc il y a forcément quelque chose. Est-ce que c'est une forme de lien là qui se crée d'une manière inconsciente avec sa mère? Je ne sais pas. Tout ça, ça a questionné, mais en télécom, nous, c'est important qu'on puisse Ouais. travailler sur ça. C'est un petit peu ce que j'ai compris, hein, ce lien et ce Ouais, rendez-vous, comme s'il avait ce ouais, rendez-vous avec sa mère. Ouais, ouais. ouais, tout à fait. Ok. Merci. Merci, merci beaucoup. Naïma. Oui, bonsoir, bonsoir Laurent. Oui, bonsoir. Tu as parlé tout à l'heure de des clients qu'on peut avoir, donc qui suivent une thérapie et en même temps qui voient un psychiatre. Oui. Est-ce que dans ces cas-là, tu prends contact avec le psychiatre?
pour parler un peu du client, de la stratégie, ou je sais pas trop. Alors, ça m'est arrivé, moi, de prendre contact avec un psychiatre, euh, dans un sens ou dans un autre, Ok. euh, d'envoyer une personne vers un psychiatre et d'en informer le psychiatre. Et à l'inverse, de prendre contact avec un psychiatre quand la personne me dit, ben, je viens de la part de mon docteur. On est gestalt thérapeute, on est complètement légitime dans notre accompagnement. Et donc, on est complètement légitime d'aller à un moment donné questionner un psychiatre, questionner un docteur. Parce que là, Et, c'est la cliente, en fait, elle est venue me voir parce qu'elle avait besoin de parler. Elle ouais. vivait des choses qu'elle comprenait pas, donc elle avait besoin de parler. Et donc on a commencé à échanger, ça se passe plutôt bien. Et à un moment donné, elle a eu besoin de mettre un mot ou un diagnostic sur ce qu'elle vivait. Donc d'elle-même, elle est allée voir un psychiatre Ouais. qui l'a diagnostiqué comme borderline Ouais. et qui Ok. lui a demandé donc si elle avait un suivi. Donc elle lui a dit qu'elle avait une thérapie. Elle lui a dit surtout la thérapie, on ne l'arrête pas. Et nous, on va bosser aussi en parallèle. Elle a un traitement. Elle a Ouais. aussi un traitement. Mais voilà, c'est vraiment la cliente qui a fait les deux démarches. Et Ouais, ouais, mais c'est chouette, voilà. c'est chouette, c'est Ouais. chouette. Mais si tu n'en ressors pas forcément le besoin, tu vois, si c'est clair, tu n'as pas forcément besoin de le contacter, mais en tous les cas, si à un moment donné, tu te dis ça, ça peut être une intervention au service du client, ben, ça fait sens, tout simplement, quoi. D'accord. En tout Ok. cas, c'est pas une limitation que je me mets. Je le fais pas systématiquement parce que j'ai quand Hmm. même pas mal de clients qui sont suivis par des psychiatres, mais je me mets vraiment pas de limitation par rapport à ça. Ok, très clair. Très bien. Merci. Et puis merci pour cette soirée, Laurent. Je t'en C'était prie, je vraiment t'en prie. top. Merci. Moi, j'ai un couple que je suis, dont le compagnon, ils sont pas mariés, a des crises d'alcoolisme quand il se sent vraiment déprimé. Voilà. Mhm. Et donc, je voulais savoir, il voit quelqu'un, il voit une hypnothérapeute. Ouais. Et je sais plus s'il a un psychiatre ou pas, du coup, je vais redemander par rapport à ça. Mais du coup, dans le couple, si tu veux, comment je dois être par rapport à mon attention avec les deux? Est-ce que je peux prendre un peu plus de temps par rapport à lui ou comment c'est Allez, pour toi? pour moi, on est en thérapie de couple, donc c'est vraiment, je travaille sur la relation, bien sûr, donc si ce type de comportement va influencer la relation, mais ce qui est intéressant en thérapie de couple, c'est de voir de quelle manière, pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans la relation pour que, à un moment donné, cet homme-là bascule un peu dans l'alcool. Est-ce que c'est lié à la relation? Est-ce que c'est lié à autre chose? Comment Madame le vit? Tu vois, donc c'est vraiment en thérapie de couple, tu vas de toute façon, non pas nécessairement basculer sur l'un des conjoints, parce que à ce moment-là, ça va être déséquilibrant en matière Hmm, d'accompagnement, mais hmm, bien rester dans le cadre de l'accompagnement du couple en questionnant justement ben, comment ça se passe au sein du couple, à quel moment ça se passe, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, cette relation qui devrait être nourrie d'une autre manière, ben, l'alcool arrive là comme une troisième personne presque, tu vois, comme, ouais, et qui vient finalement interagir dans la relation. Mais moi, je resterai dans l'accompagnement au niveau du couple. Et je passerai hmm, pas nécessairement plus de temps avec monsieur hmm. que madame à ce niveau-là. On arrête ici? Bon, alors bonne soirée à toutes. Bonne soirée, merci Bonne beaucoup. Merci. soirée. Ouais, Merci. au revoir, Oui, bonne c'était un soirée tout le plaisir. monde.